Bonsoir à tous. Le début d'une nouvelle semaine d'information locale avec TV78. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 journal. Nous sommes le lundi 28 janvier. Tout de suite, les titres de cette édition. C'est la journée européenne de protection des données. Celles-ci sont aujourd'hui traitées partout, au travail, lors d'achats de biens ou de services ou tout simplement lors de recherches sur Internet. Un enjeu de cybersécurité pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. Reportages et invités à suivre. L'acte 11 des Gilets jaunes, samedi, près de 100 personnes ont répondu présent pour une mobilisation organisée dans les Yvelines. Les participants ont effectué une marche citoyenne et solidaire entre Poissy et Saint-Germain-en-Laye. Nous étions dans le cortège. Enfin, comme chaque fin de mois, le dossier de la rédaction en cette fin janvier. Nous nous sommes intéressés à l'aide aux plus démunis dans les Yvelines. Quelles associations agissent, quelles actions sont déployées sur le territoire? Ce soir, focus sur les bénévoles du Resto du Cœur. À suivre également les résultats sport du week-end et une initiative insolite, trouver un emploi grâce à un match de football. Nous en parlons tout à l'heure avec notre invitée Sonia Rizgui de l'agence Activity. Aujourd'hui donc, journée européenne de la protection des données, la première depuis l'application du RGPD, c'est le règlement européen sur le sujet. Avant d'en parler avec mes invités, ce reportage, Manon Varaldo s'est rendu ce matin dans un atelier d'initiation et de sensibilisation aux nouvelles technologies pour les seniors. C'était à Voisins-le-Bretonneux. Regardez. La journée mondiale de protection des données est l'occasion de sensibiliser les personnes aux dangers et menaces de la cybercriminalité. Et les seniors sont des cibles potentielles pour faciliter l'accès aux nouvelles technologies et développer l'usage du web. Plusieurs modules étaient proposés à l'espace net public de Voisins-le-Bretonneux. C'est apprendre à bien différencier tout ce qu'on peut nous proposer en termes de serveurs, donc de cloud, de bien protéger ces données au niveau même de son ordinateur, smartphone, tablette numérique. On a vu par exemple ne jamais laisser un disque dur lorsqu'on jette un ordinateur à la déchetterie. Les données ont changé, elles vont aujourd'hui bien au-delà de nos simples coordonnées dans un annuaire téléphonique. À l'ère du numérique, les données personnelles englobent nos contacts, nos lectures, nos photos, que les seniors apprennent à gérer avec le cloud. Au début, que j'étais à la retraite, j'ai suivi une formation sur la photo, comment se servir d'un ordinateur également. On a toujours des doutes quand on doit se servir d'un ordinateur, donc on a toujours peur de mal faire. Mais les années qui arrivent, on nous oblige à utiliser un ordinateur, Internet. Il ne faut pas que les personnes de plus de 60 ans soient laissées sur le bas du chemin, à côté du chemin, parce qu'ils ne sauront pas utiliser. Ou vont recevoir des fake news, que ce soit des hoax, que ce soit du phishing. Et les personnes âgées sont des victimes potentielles. D'autres ateliers sont proposés jusqu'au 14 février. Plus de 2,5 milliards d'octets de données sont créés chaque jour. Et pour parler cybersécurité, plus particulièrement de la protection des données en cette journée européenne, deux invités autour de cette table. Christophe Boissonnade, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes premier adjoint de la ville de Voisins-le-Bretonneux, en charge notamment de la ville numérique. Précisons que vous êtes également délégué à la protection des données pour une fédération de mutuelles. Avec vous sur ce plateau, Claudio Sirbou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président d'Almetis, c'est une entreprise spécialisée dans le domaine de la cybersécurité. Vous êtes basé à Saint-Quentin en Yvelines et vous travaillez notamment avec des grands comptes, mais aussi des TPE et PME. Petit tour de table, messieurs, pour commencer. Quels sont les enjeux aujourd'hui autour de la cybersécurité? Est-ce qu'ils sont grands et est-ce que c'est pour ça, à Voisins, que vous organisez ce genre d'atelier? Alors, comme l'a très bien dit Yannick Bigot, qui s'occupe de l'espace public numérique et de ces formations-là, Yannick que je salue parce qu'il part à la retraite, il a fait un travail remarquable sur la formation des gens. Ce qui est important, c'est déjà de laisser personne sur le bord de la route et de sensibiliser tout le monde. Ça, c'est une première chose, parce que la société numérique, elle a tendance à être exclusive. Et puis, pour les gens qui sont pas nés avec ces outils-là, c'est vraiment pas évident de rentrer dans ce monde-là. La deuxième chose, c'est que c'est une question de cohérence. Aujourd'hui, nous avons une police municipale pour protéger les biens et les personnes, qui donnent des bons conseils, comme laissez pas les clés sur la porte quand vous partez en vacances. Et pour tout ce qui est immatériel, on ferait pas attention à nos données. Donc le rôle aussi de ces ateliers, c'est de former les gens pour qu'ils soient vraiment alertés et vigilants sur tous ces outils. Un enjeu d'autant plus important, Claudio Sirbou, que depuis 2016 a été voté, alors ça c'est la donne a changé, le RGPD, c'est la réglementation sur la protection des données, c'est un règlement européen et c'est une vraie révolution en matière de protection des données, ce texte? Complètement, c'est un vrai changement, c'est le passage
de la donnée personnelle qui est vécue comme produit de consommation pour des grosses multinationales, au passage de la donnée personnelle qui protège la vie privée du citoyen. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé en Europe. C'est vraiment quelque chose qui n'existe pas à ma connaissance dans d'autres pays, dans d'autres zones géographiques. On précise juste que ce RGPD est appliqué depuis le printemps dernier, printemps 2018, sur le territoire de l'Union européenne. Et par exemple, un exemple concret, Google qui a été sanctionné par la CNIL grâce au RGPD, 50 millions d'euros d'amende. Ça veut dire que ce RGPD est efficace, en tout cas. Ah, il est efficace, oui. Et puis effectivement, il cible particulièrement les grosses plateformes multinationales, comme le disait monsieur, qui pillent nos données de façon consciente ou inconsciente, parce qu'on a tous tendance à mettre un peu tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi tout un tas de technologies qui sont faites à notre insu, puis on a tous un petit ordinateur dans nos poches qui capte ces données, qui valorise énormément ces sociétés-là, mais on n'a pas toujours conscience de toutes les données qui fuitent directement de nos poches. Des appareils de plus en plus connectés. La protection des données, c'est vraiment le thème du moment. En fait, on se balade au quotidien avec des vrais mouchards dans notre poche, quel que soit le smartphone. Donc c'est vrai que les données, alors aussi il y a les données comportementales qui fuitent, qui peuvent fuiter assez vite sur les réseaux. Donc c'est vrai que cette réglementation, alors elle résout pas tout, puisque la preuve mais elle devient un peu plus, elle va sanctionner de plus en plus et contraignante pour ceux qui se mettent en dehors du droit chemin. Il y a 3 volets, si vous voulez, sur la protection des données. Vous avez le volet technologique, qui est la cybersécurité. Vous avez le volet juridique, que vient renforcer le RGPD, mais qui était déjà la loi informatique et liberté. Et puis le volet humain. Et on s'aperçoit que si on augmente la protection technologique et la protection juridique, le maillon faible, c'est toujours le facteur humain. Donc les gens vont essayer, on peut prendre un cas très concret. Vous travaillez par exemple chez une grande société de Saint-Quentin en Yvelines, soit dans le bâtiment, soit peu importe, dans l'aéronautique. Vous cliquez sur un mail que vous envoie votre maman parce qu'elle garde garde vos enfants, elle vous envoie une photo. Vous cliquez sur la photo, pendant ce temps-là, vous avez permis à un petit logiciel d'infiltrer le réseau. Et donc ça dépend de la commande après, c'est au niveau de la cybermalveillance, mais ça peut être j'efface toutes les données de la société. Il y a plusieurs types de menaces. Oui, ou alors je me positionne sur le réseau et j'écoute tout ce qui se passe dessus. Et là, ça peut être de la perte de contrat. Au bout de plusieurs mois, vous apercevez que vous n'avez plus aucun contrat à l'international. Voilà, ça peut être des choses comme ça, avec des conséquences très très concrètes. C'est de la perte d'emploi, sont des pertes de contrats économiques, donc pour un territoire, pour une ville, pour un pays. Et tout ça via le mail, c'est un vrai point faible, le mail aujourd'hui. Oui, parce qu'on va exploiter vos faiblesses en fait, en tant que personne, pour déjouer tous les remparts technologiques qui ont été mis en place. D'après une dernière étude Ipsos Claudio Sirbou, seuls 19% des PME ont prévu en 2019 des investissements concrets pour garantir leur cybersécurité. Vous qui travaillez avec ces TPE, ces PME, est-ce que vous avez l'impression qu'elles ont pris totalement ce tournant en termes de cybersécurité et de protection des données? Non, je n'ai pas cette impression. Au quotidien, l'équipement en termes d'équipement des PME, ça reste assez faible. Quand je m'adresse à des chefs d'entreprise de PME, TPE, j'ai une anecdote typiquement là-dessus. Il y a 5 ans, j'avais un client qui était une TPE et qui me parlait pas trop de sécurité. À chaque fois, c'était pour les autres. Et puis un jour, il s'est fait avec un mail, il s'est fait infiltrer. Les données de l'entreprise ont été chiffrées, donc ils étaient plus en capacité d'accéder aux données. Et donc là, tout à coup, alors je peux vous le dire que ce client-là, il est maintenant très à cheval sur la sécurité. Mais ce que je remarque en fait, c'est que les TPE, PME, elles vont plutôt avoir tendance à prioriser sur l'opérationnel courant. Et les idées, tout ce qui est sujet de sécurité, c'est quand ça arrive, malheureusement, souvent. Et Christophe Boissonnat parlait des menaces via mail. Quelles sont les menaces aujourd'hui qui existent pour ces entreprises? C'est vrai que le mail est un vecteur le plus répandu, puisqu'aujourd'hui, 99% des échanges que nous avons avec l'extérieur, c'est via le mail. Après, il y a d'autres menaces, notamment je pense aux TPE, PME qui ont des sites internet ou qui ont des applications internet. Il y a d'autres menaces qui sont liées tout simplement au déni de service.
Donc ça, c'est une autre menace, un autre type d'attaque. C'est-à-dire qu'on va submerger le système avec des requêtes pour le mettre hors service. Dernière question, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien, très rapidement, les solutions qui existent pour se protéger pour les particuliers, par exemple. Pour les particuliers, déjà, c'est le bon sens, hein, c'est aussi l'éducation. Déjà, la première chose, je dirais les mots de passe. On arrête de mettre la date de naissance des enfants ou le prénom du chien. Ça marche pas bien. On met des mots compliqués avec des majuscules, des minuscules, des chiffres et puis des signes. Ça, déjà, vous allez résoudre 80% des problèmes avec ça. Pour les particuliers, côté entreprise, est-ce qu'il faut forcément faire appel à des types d'entreprises comme la vôtre, Almetis, pour se protéger? On peut aussi avoir des réflexes pour se protéger? Non, je dirais que c'est... Oui, non, mais je suis pas en train de vendre nos prestations. Ce que je dis, je rejoins comme pour les particuliers, il y a un certain nombre de bonnes pratiques qui sont notamment éditées par l'ANSSI. Il y a des bons sites là-dessus. C'est gratuit, il faut les appliquer. Je sais que les gens les appliquent pas trop. Par exemple, stocker des mots de passe sur un réseau, sur un fichier Excel, faut éviter dans une entreprise, même si c'est une toute petite entreprise. Donc voilà, il y a des choses de bon sens qu'il faut mettre en place et sans forcément attendre qu'il y ait des spécialistes qui vous auditent. On a compris de grands enjeux autour de ce thème. Merci à vous deux, Christophe Boissonane, premier maire adjoint à Voisins-le-Bretonneux, et merci Claudio Cirbo, président de la société Almetis qui est basée à Guyancourt. Politique, en bref, sauf dernière surprise, il devrait être la tête de liste Les Républicains pour les européennes. François-Xavier Bellamy est plus que jamais pressenti pour conduire la candidature du parti aux européennes le 26 mai prochain. Le président du parti, Laurent Wauquiez, va proposer le nom du maire adjoint de Versailles demain mardi lors d'une commission nationale d'investiture selon plusieurs sources. Un choix qui ne ferait pas l'unanimité en interne en raison des prises de position du philosophe contre l'IVG. François-Xavier Bellamy devrait être suivi sur la liste en deuxième et troisième position de la conseillère régionale Agnès Evrin et de l'eurodéputé Arnaud Danjean. Le grand débat national est lancé depuis le 15 janvier, mais déjà plusieurs réunions sont établies dans les Yvelines. Vendredi, le grand débat investissait par exemple Sartrouville avec un invité surprise, Édouard Philippe. Les 300 participants ont pu échanger directement avec le Premier ministre. Dans un climat bon enfant, plusieurs sujets ont été évoqués avec le chef du gouvernement, accompagné de la députée des Yvelines, Yaël Braun-Pivet, interrogée par Nicolas Dandry. Les thèmes qui ont été abordés, c'est beaucoup de thèmes autour de la justice fiscale. À quoi ça sert, comment mieux répartir l'impôt, etc. pour le rendre plus juste, plus équitable. On a beaucoup entendu parler de services publics. On a entendu parler de République, d'amour de la France, de personnes qui disaient qu'elles étaient reconnaissantes pour les soins de santé, pour l'école, l'éducation, la formation qu'ils avaient reçue. Beaucoup de défiance vis-à-vis des élus, donc un vrai lien à retisser. Et des citoyens qui étaient très respectueux du débat aussi. On a vu qu'ils s'écoutaient, qu'ils ne s'interrompaient pas et qu'ils étaient respectueux de cela. Et je pense que ça aussi, c'est un vraiment bel enseignement de cet exercice. Et la mobilisation des Gilets jaunes se poursuit. 11e acte qui était au programme samedi dans les Yvelines, une marche citoyenne qui était organisée entre Poissy et Saint-Germain-en-Laye, une manifestation pacifique sur fond d'élections européennes avec une liste menée par une gilet jaune sur le sujet de Nicolas Dandry et Aurélie Ance. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Ambiance samedi après-midi dans les rues de Saint-Germain-en-Laye. Pour l'acte 11 du mouvement des Gilets jaunes, près de 100 manifestants ont marché depuis Poissy. Une mobilisation pacifiste encadrée par les forces de l'ordre. Depuis plus de 2 mois, les revendications n'ont pas changé. Virer le président, virer son gouvernement, changer de République, passer à une 6e. Un RIC, ça c'est très important. Et puis de meilleurs salaires et meilleure justice pour tout le monde surtout. Et pour ces Gilets jaunes, pas besoin d'organiser de grands débats nationaux pour se faire entendre. Le débat, il est plus précieux ici entre les gens. Finalement, le débat avec son voisin, le débat en famille, c'est ça qui est important. C'est pas le débat avec Macron qui fait sa pub pour les européennes. Pour ces élections européennes, les Gilets jaunes seront pourtant représentés avec une liste menée par Ingrid Levavasseur, liste qui ne fait pas vraiment l'unanimité. Je pense que ça a été fait beaucoup trop tôt en fait. Ils auraient dû attendre avant de représenter les Gilets jaunes. Si vous prenez une liste aujourd'hui Gilets jaunes, elle va dissoudre, 1, le mouvement, et 2, ça va, par rapport au nombre de votes, ça va donner plus de pouvoir à Macron ou un autre parti politique.
Les manifestants doivent se consulter cette semaine sur les réseaux sociaux afin de savoir quelle suite donner à ce mouvement. On ouvre à présent notre dossier du mois consacré à la solidarité dans le département des Yvelines. Pour ce premier volet, on va avec Aurélie Ronze rencontrer les bénévoles des Restos du Cœur de Plaisir. En plus de la distribution alimentaire, le centre propose aussi des cours d'informatique. Reportage. Ils s'appellent Dominique, Xavier ou encore Mireille et ont tous un point commun. Plusieurs heures par semaine, ils sont au total une cinquantaine de bénévoles ici au sein des Restos du Cœur de Plaisir. Vous voulez des œufs ? Oui, voilà. On va mettre une petite boîte. Voilà. À la distribution des produits frais, Didier, il est encore en activité mais sur son temps libre, il vient aider une semaine sur 2. Je m'étais dit, il y a 15 ans, je vais faire ça quand je serai en retraite. Et après, je me suis dit, bon, la retraite, c'est un peu loin. Autre profil, Jean-Paul. En retraite, il vient les mardis et jeudis matins donner des cours d'informatique. C'était pour avoir déjà une occupation, aider les gens qui avaient besoin. Bon, au début, je n'étais pas informatique. Je m'occupais d'aller dans les supermarchés récupérer la marchandise. Ensuite, j'ai aidé à la distribution et depuis 3 ans, je suis à l'atelier informatique. Aider, la principale motivation qui pousse tous ces bénévoles à franchir la porte de ce centre des Restos du Cœur. Après une matinée d'essai, ils sont intégrés ou non à l'équipe. S'il n'y a pas de critères établis, il faut néanmoins posséder des qualités humaines. Surtout être à l'écoute des autres parce qu'effectivement, ce n'est pas qu'un problème alimentaire en général, il y a d'autres problèmes autres. Et là, dans ces cas-là, il faut savoir être à l'écoute. Et puis pour pouvoir rediriger après, parce qu'on a des équipes de relais quand même, et eux qui s'occupent de tout ce qui peut y avoir d'autres problèmes comme le logement ou des problèmes financiers. Jeudi, oui. Si vous êtes là. Oui. Vers 9h, hein, ok. Comme la dame que je viens de voir là, elle vient presque toutes les semaines pour différentes choses, des lettres d'administration, des choses à numériser. 210 familles, en majorité plaisiroises, sont inscrites dans ce centre. Selon la structure de leur foyer, elles viennent 1 ou 2 fois par semaine pour la distribution alimentaire. Alors j'ai du jambon, si ça peut vous intéresser. Oui. J'ai des nems comme ça, ouais. Il y a de tout dans le bénévole et il y a de tout dans les accueillis aussi. Donc il y a des gens qu'on connaît depuis 15 ans qui sont là, et il y a des gens qui repartent. Alors je dirais le mauvais côté c'est quand les gens partent, on ne sait pas s'ils viennent, si c'est positif ou négatif. On espère que c'est positif, mais des fois on ne sait pas la vie. Et c'est ça qui me manque un peu, c'est-à-dire l'après en fait. Engagement, investissement, chaleur humaine, voilà ce qui ressort après cette matinée passée avec les bénévoles des Restos du Cœur de Plaisir. Des bénévoles qui agissent ensemble pour faire vivre la solidarité voulue il y a 34 ans par Coluche. Trouver un emploi grâce à un match de football, c'est une initiative insolite lancée par l'agence d'insertion départementale Activity. Pour en parler, Sonia Resgui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice adjointe de l'agence Activity. Alors cette action se nomme Un match, une rencontre, un emploi et va être expérimentée à partir du mois de février sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Pourquoi lancer une telle initiative ? Notre premier objectif, c'est de toucher les jeunes notamment présents en quartier politique de la ville, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la moitié de nos bénéficiaires du RSA sont âgés de moins de 35 ans. Donc ça c'est un fait. Aujourd'hui, on est dans une dynamique aussi au sein du département. Le département a lancé toute une politique de rénovation autour des quartiers politiques de la ville. Donc c'est aussi autant d'opportunités qui se lancent sur ce sujet-là. Et donc on souhaitait accompagner ce mouvement. Et c'est aussi sortir du cadre traditionnel des conventions, des forums emploi. C'est aussi de proposer autre chose. C'est de proposer autre chose, aller directement au contact des jeunes, de faire aussi un instant qui soit convivial, un instant où ils puissent être eux-mêmes, découvrir les entreprises, que ce soit aussi un petit peu décloisonné, moins stressant pour eux. Et puis vraiment, encore une fois, l'objectif, c'est qu'ils puissent rencontrer les gens, se positionner et à la fin, bien sûr, trouver un emploi. Parce qu'aujourd'hui, ces jeunes, ils ne viennent pas forcément sur ces forums emploi. Il y a du mal à les attirer.
Pas nécessairement. En fait, il y a un phénomène qui est l'électronisme. On sait que, par exemple, en mission locale, la moitié des jeunes n'ont pas d'adresse email à leur nom. Donc ça peut être contre-intuitif, on peut se dire avec Instagram, Facebook, etc. Mais non. Quand il faut faire des démarches, etc., les jeunes ne sont pas toujours le mieux outillés. Donc là, c'est vraiment... on essaie de créer un espace où ils puissent directement rencontrer des entreprises et donc aller vers l'emploi. Et pourquoi le football? C'est parce que c'est l'un des sports les plus populaires? Complètement, c'est ce qui nous a paru le plus évident, le plus simple aussi pour aller au contact. Et puis, le sport, on sait très bien tout ce que ça peut aussi véhiculer comme engagement. Voilà, et c'est cet aspect aussi informel qui nous a beaucoup séduit. Donc on a profité de l'engouement de la Coupe du Monde aussi avec la victoire de la France qui a fait soulever les foules en France. Alors l'objectif, on l'a compris, c'est se faire rencontrer des candidats et des demandeurs à l'emploi et des recruteurs au cours d'un match de football. Comment on trouve un job au cours d'un match de football? Comment c'est possible? C'est très simple, en venant en étant soi-même. Et puis en allant discuter avec les entreprises qui seront présentes, qui sont aussi là pour ça. L'objectif, c'est pas à la fin de faire un entretien, on va dire, de manière très habituelle. Oui. L'objectif, c'est vraiment de venir sur le terrain, de discuter, de les rencontrer, dire ce qu'on a envie, ce dont on n'a pas envie. Poser ces questions. On vient sans CV, c'est juste de la discussion, voilà. On peut venir avec un CV. On peut venir avec un CV, oui. En fait, c'est un peu comme McDonald's, on vient comme on est, l'objectif c'est vraiment d'aller à la rencontre. Donc si on a un CV qui est prêt, c'est génial, c'est encore mieux. Si on n'a pas de CV et qu'on a envie, c'est tout ce qu'il faut. Et ces rencontres, elles seront organisées grâce à l'appui aussi des clubs locaux. Il y a un partenariat qui va se nouer avec ces clubs locaux. Donc on va voir avec les clubs locaux, on va aussi se rapprocher au fur et à mesure de toutes les entreprises locales. Donc ça, c'est tout un maillage territorial qu'on est en train de mettre en œuvre et qui nous semble aussi très important pour réussir cette action. Mais du coup, excusez-moi du terme, en cas de tacle par derrière, de mauvais coups, est-ce que ça annule toutes les chances de trouver un emploi au cours de ce match? Non, absolument pas. L'essentiel, c'est justement ça, c'est de jouer, c'est d'être soi-même. Et puis, non, au contraire, on prend tout le monde. Et comment va se dérouler l'expérimentation? Je l'ai dit tout à l'heure, elle débute en février sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Exactement. La première date, donc, c'est le 11 février. C'est à 18h30 à Guyancourt. Donc j'ai un numéro de téléphone aussi à Allez-y, donnez-le. On a des adresses mail qui s'affichent en bas de l'écran où on peut contacter pour plus d'informations, mais donnez le numéro de téléphone. Alors également. Il faut contacter Mathilde Balloir, donc c'est au 06 74 82 53 18. Donc si vous voulez venir vous inscrire, vous êtes les bienvenus. Et encore une fois, avec ou sans CV, juste avec la motivation, c'est tout ce qu'il faut. Et dernière question, les entreprises sont intéressées par ce type d'initiative? Elles sont très très intéressées, c'est aussi à leur demande qu'on a organisé ça. Voilà, on a cherché à rapprocher l'offre et la demande. On a les entreprises, on a les jeunes. Maintenant, il faut juste l'envie. Premier match en février à Guyancourt. Exactement. C'est le premier rendez-vous à retenir. Merci Sonia Resgui d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice adjointe de l'agence départementale d'insertion Activity. Et il nous a rejoint au cours de cet entretien. Bonsoir Mickaël Elmidoro. Bonsoir Grégory. Avec vous, on parle sport, bien sûr. Comme chaque semaine, Mickaël, ce qu'il faut retenir des rencontres et compétitions du week-end dans le département, on commence par un sport insolite, le e-sport. Je sais que vous êtes un grand fan, Grégory, de cette discipline. Pour la deuxième année consécutive, un tournoi de e-sport était organisé à l'hôtel de ville de Versailles. Des dizaines de joueurs professionnels ou amateurs se sont affrontés sur le jeu Hearthstone. Ce jeu de cartes virtuelles basé sur l'univers du célèbre jeu World of Warcraft est considéré aujourd'hui comme un sport à part entière. On écoute l'un des joueurs, Michael Louz, alias Maverick, au micro de TV78. J'aime pas vraiment l'appeler sport, mais il y a beaucoup de similitudes, c'est-à-dire qu'on s'entraîne beaucoup, on analyse nos matchs, être capable d'être concentré tout le long d'un match et même de plusieurs matchs quand on doit en jouer plusieurs sur une journée, c'est pas toujours quelque chose de facile, même bien boire entre les matchs, etc. C'est des réflexes que tout le monde n'a pas et qui sont très importants quand on veut faire la différence au tout haut niveau. Au total, au rendez-vous a encore réuni cette année plus de 500 passionnés. Une nouvelle édition devrait être organisée l'année prochaine. On a compris un sport qui devient de plus en plus populaire. Il y avait également du cyclisme sur piste ce week-end. Oui, Grégory, troisième finale de la Coupe d'hiver au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. La compétition a regroupé cette année 8 clubs franciliens de la catégorie minime aux élites. L'événement est en pleine expansion. Il est passé de 90 à plus de 130 participants depuis sa création. On écoute l'un des organisateurs, Jean-Michel Richefort. Ça fait partie des objectifs de beaucoup de coureurs et de beaucoup de pistards. Et cette Coupe d'hiver fait partie d'une très bonne préparation. Et pour certains, ils vont attaquer les épreuves sur route, notamment les coureurs d'endurance vont attaquer les épreuves sur route dans un mois. Et donc c'est une excellente préparation à la piste.
Une nouvelle édition devrait être organisée l'année prochaine. Des manches supplémentaires pourraient être ajoutées. Objectif, pérenniser l'événement dans le temps. On termine par un résultat de handball. Dans le championnat de National 2 féminin, rien n'arrête Montigny-le-Bretonneux. Les filles de Denis Cholet se sont imposées pour la 3e fois consécutive en 2019. Leur victime du jour, Stella Sport Saint-Maur. Le score est lui sans appel, 24-18 pour les Ignes-Montaigne. Un résultat qui permet à Montigny-le-Bretonneux de s'emparer de la 7e place et de revenir à 4 points du podium. Merci Mickaël, rassurez nos téléspectateurs, il s'est passé d'autres choses dans le sport yvelinois ce week-end. Beaucoup d'autres choses, vraiment. Du football, il y aura également du basket, il y aura plein de sports. Et l'ensemble de ces résultats et événements à retrouver bien sûr dans votre émission le 7-8 Sport juste après ce journal. C'est la fin de cette édition. Le 7-8 Journal est à retrouver en replay sur notre site internet et notre application mobile. Belle soirée avec TV78.